Débat politique. Débat politique avec Souhil Al-Hajmi. Tous les samedis, de 13h à 14h sur Alger Chaîne 3. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Débat politique. Aujourd'hui, nous consacrons cette émission à un dossier stratégique majeur, le développement du secteur minier en Algérie et ses perspectives d'avenir à travers plusieurs projets structurants dans le projet minier de Ghar Djibilet, symbole de cette nouvelle dynamique nationale. Loin de se limiter au cadre d'une simple exploitation de ressources naturelles, le développement du secteur minier s'inscrit au cœur d'une vision globale visant à redéfinir le modèle économique algérien, à renforcer la souveraineté nationale et à repositionner l'Algérie sur l'échiquier régional et international. Cela démontre clairement que le secteur minier n'est pas seulement une affaire de ressources, mais un véritable choix politique et stratégique pour l'avenir du pays, l'avenir de l'Algérie. Pour en débattre, nous recevons aujourd'hui 3 invités aux expertises complémentaires directement impliqués dans les enjeux du secteur minier et ses perspectives d'avenir. Nous recevons M. Barrouch Ahmed, expert en mines et conseiller du président directeur général du groupe Sonarem. Monsieur Nasreddine Fakkar, directeur de la base principale de maintenance des locomotives Rouiba, et Monsieur Zerrouki Arski, expert en mines. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Débat politique avec Souhil Al-Hajmi. Alors place au débat. Première question, un secteur aussi stratégique pour l'avenir du pays, on l'a bien indiqué dans notre introduction. Quelle est aujourd'hui la place du secteur minier dans la stratégie économique nationale et comment les grands projets miniers traduisent-ils aujourd'hui la nouvelle orientation politique et économique de l'Algérie? Monsieur Ahmed Barrouch, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci pour l'invitation de la chaîne 3 de la Radio Nationale. Merci à vous et à toute l'équipe qui nous accompagne durant cette émission. Et merci à nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent et nous suivent directement dans cette émission. Aussi un grand plaisir d'être avec vous pour échanger autour d'un sujet à la fois historique et stratégique qui est le développement et la valorisation du minerai de fer du gisement de Ghar Djibilet, wilaya de Tindouf. Alors la question que je vous ai posée, quelle est aujourd'hui la place du secteur minier dans la stratégie économique nationale et comment Ghar Djibilet pourrait aujourd'hui être le levier de la transformation minière en Algérie? Aujourd'hui, nous parlons du projet de Ghar Djibilet qui est un tournant majeur dans l'économie et l'industrie algérienne. Il ne s'agit pas seulement d'exploiter un gisement ou bien ajouter à l'activité minière une mine de fer, mais de transformer une ressource stratégique en levier durable durable de souveraineté économique et industrielle. Donc, en ce qui concerne cet objectif stratégique qui est le développement des projets structurants, les 3 projets structurants de l'Algérie, à savoir ce projet, objet de cette discussion, le projet phosphate intégré
de l'Est, du corridor de l'Est au niveau de la wilaya de Tébessa, plus le projet de zinc et du plan de Tella Hamza et Ouadamizour au niveau de la wilaya de Béjaïa. Ce sont les 3 projets qui sont inscrits, et les grands projets, les 3 projets structurants et grands projets de l'Algérie qui sont inscrits dans la vision stratégique des pouvoirs publics en 2020 à travers le plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme de président de la République. Je dis même là où il y a le chapitre 4.2 de ce plan d'action qui parle de développement des branches industrielles et minières. Mais est-ce qu'on peut avoir quelques indications pour être un peu dans, bien sûr, la stratégie qui est déclinée, puisque vous dites c'est un projet stratégique. Comment se décline stratégiquement ce projet? Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un changement durable de paradigme dans la gestion des ressources naturelles? Bien sûr, oui. Par rapport à ça et à cette mutation profonde du secteur minier, parce qu'on va passer de l'exploitation uniquement proprement dite et l'exploitation et la production de brut et son exportation à l'exploitation, la transformation et l'utilisation de produits finis et l'exportation de l'excédent à l'étranger. Donc on va compléter la chaîne de valeur de l'activité minière qui auparavant, c'est-à-dire avant, était amputée. Là où la partie où il y a la forte valeur ajoutée, elle est gérée ailleurs. Et on exporte du minerai de fer, on exporte du minerai de phosphate et tout autre produit en brut, et on importe les produits élaborés, c'est-à-dire les produits finaux. Donc la décision que je disais toujours ça, et j'ai toujours cité ça, la décision courageuse d'aller vers la transformation totale, la transformation de ces produits miniers, elle est basée essentiellement dans la vision stratégique de l'État et dans son plan stratégique et la feuille de route du groupe Sonarem, et c'est par rapport à des points forts, à des défis et des opportunités. Nos points forts pour aller vers cette stratégie, c'est que nous avons un potentiel qui était dormant depuis 1952. Un potentiel important qui est au voisinage de 3,5 milliards de tonnes de ressources géologiques au niveau de la région sud-ouest et qui concerne Garadjibilet et Mishri Abdelaziz. Il y a 2 grands gisements, il n'y a pas qu'un seul gisement, il y a 2 grands gisements. Donc cette décision courageuse d'aller vers exploiter ça porte des défis majeurs. Parmi ces défis, c'est l'éloignement par rapport tout d'abord à la localisation de l'industrie sidérurgique à l'ouest et à l'est, plus aussi par rapport à la distance de transport et même le moyen de transport. Maintenant, je pense que le premier défi, c'est-à-dire pas le premier défi, le défi essentiel qui est un défi économique et même stratégique, qui est le transport de cette matière première vers l'ouest sur une distance de 1650 km, a été relevé. Relevé par quoi? Relevé par tout d'abord la réalisation de la voie ferrée dans un temps record entre le Garadjibilet et Béchar, la zone industrielle de Toumiet, et aussi il y a la voie existante aussi entre Toumiet et Oran à Betewa. On va utiliser Betewa comme une zone de stockage pour fournir l'industrie sidérurgique algérienne qui est développée déjà. Vous voyez, maintenant on est en train d'importer le minerai de fer. Et avec cette décision et avec ce projet, on va aller vers la fourniture localement
notre industrie sidérurgique. Et on exporte aussi l'excédent parce que nous avons un potentiel qui nous permet d'exploiter, de produire plus de produits ferreux, enrichis, élaborés et des produits semi-sidérurgiques et sidérurgiques. Alors, justement, puisqu'on parle de transport, alors je m'adresse à vous, Monsieur Nasreddine Fakkar, puisque vous êtes le représentant, vous êtes le directeur de la base principale de maintenance des locomotives. Monsieur Barouche vient de l'indiquer à l'instant. Pour les moyens de transport, il y a eu quand même beaucoup de réalisations. On parle de 900 km qui ont été réalisés en moins de 2 ans. C'est un exploit en soi, puisqu'on va transporter ce minerai de Tindouf vers Béchar et de Béchar vers Oran, vers les zones de production. Merci premièrement, je vous remercie pour cette invitation. Donc, pour répondre à votre question, SNTF considère donc ce tracé comme la colonne vertébrale, d'accord? Et pour démarrer ce projet, SNTF a mis les moyens nécessaires. Car ce projet, donc, il est programmé en 2 étapes. La première étape, c'est les 2 premières années, 2026 et 2027. Donc, les moyens que nous avons mis pour ça, il y a un train voyageur pour 260 places. Nous avons mis une voiture première classe, 2 voitures de deuxième classe et un restaurant. Pour cela, nous avons aussi recruté 554 agents qui ont été formés et actuellement opérationnels. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça sera à partir de 2028. Considérons que la première étape, c'est transporter le minerai brut de Rajbilet vers la zone industrielle d'Oran. Donc ça sera du brut uniquement. Mais à partir de 2028, on considère que l'usine de Béchar, qui va transformer le minerai en matière finie et semi-finie, nous avons projeté en commençant 7 millions de tonnes, déjà à partir de 2028. Et évidemment, pour arriver comme objectif final 50 millions de tonnes, ça sera progressivement avec l'augmentation de production de l'usine de Béchar et l'usine de Naama. Mais par rapport à ce que vous déclarez, M. Fakkar, il faut rappeler aussi que 900 km ont été réalisés en moins de 2 ans. Et c'est un exploit en soi. Oui, et ça, c'est important. Oui, et tout à fait. Et ça le mérite revient beaucoup plus à l'ANESRIF et les entreprises de réalisation. Parce vous êtes l'exploitant. L'exploitant. Nous, c'est l'exploitant. À SNTF, nous allons exploiter. Raison de plus que ce trajet a été construit 32,5 tonnes à l'essieu. Sachant que le réseau ferré algérien actuel, il a été réalisé pour une charge de 22 tonnes à l'essieu. Donc c'est déjà un exploit. Mais est-ce que vous avez, c'est-à-dire des capacités supplémentaires à pouvoir injecter au fur et à mesure que la production au niveau du gisement augmente? Vous avez parlé de 2026 pour le transport de personnes, 2028 aussi, les quantités que vous allez transporter, mais est-ce que vous projetez vers 2030, 2035, 2040? Tout à fait. Déjà, les cahiers de charges ont été déjà préparés pour lancer ces cahiers de charges à partir de 2028. En attendant le début de production de l'usine de Béchar et aussi le début de production de l'usine de Naama. Pour cela, SNTF projette d'acheter 60 locomotives de grande puissance, 5000 wagons pour le transport de minerais, 30 locomotives de manœuvre et un lot de matériel de relevage. Sans oublier évidemment le personnel, les ressources humaines pour gérer toute cette production. On projette d'arriver à 2035 un recrutement de 3480 emplois tout confondus. Mais je voudrais vous parler surtout de transport, bien sûr, de ce minerai, le fer. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de
c'est-à-dire la SNTF, la vision est en train de changer. Le rail est aujourd'hui est-il un simple outil logistique ou un pilier stratégique de la réussite de ces projets? Et vous êtes directement impliqué. Une partie de la réussite de ce projet relève bien sûr de la SNTF. Pour Oui. le transport. Oui, pour le transport, bien sûr. La SNTF va réaliser le transport de Rajbilet à Béchar pour la transformation, et puis de Béchar vers la zone industrielle d'Oran. Donc vous êtes un pilier stratégique de la réussite de ce projet. Tout à fait, bien sûr. Donc il y a tous les moyens qui ont été mis et que SNTF va mettre en évidence pour la réussite certaine de ce challenge. Alors, Monsieur Zerrouri, ou plutôt Ersri Zerrouri, vous êtes expert en mines. En quoi le développement du secteur minier participe au renforcement de la souveraineté économique de l'Algérie? Puisque Monsieur Ahmed Bakrouch avait indiqué que nous importerons à l'avenir moins de fer. Bonjour madame, merci pour l'invitation. En fait, les trois projets structurants, qui soient le plan zinc, ou bien le fer, ou bien les phosphates, c'est en soi un challenge de les avoir lancés. Lorsqu'on a des ressources aussi importantes, il faut les lancer. Il faut lancer les projets. Cependant, ce qui est très important, il y a d'abord la nouvelle loi minière de 2025, qui pratiquement interdit l'exportation de produits bruts. Donc, toute la chaîne de transformation, elle se passera en Algérie. Et avec ces trois projets, et surtout le projet de fer de Garadje-Bilet, il y a une intégration certaine de plusieurs secteurs, que ce soit le secteur de la mécanique, que ce soit le secteur de l'automobile, le secteur de la sidérurgie, de l'agriculture. Donc, il y a des investissements à faire, c'est clair, mais aussi des retombées sur tous les secteurs. Et la première retombée, donc avec la transformation du fer, c'est de cesser l'importation du minerai de fer que font actuellement les sidérurgistes. Il y a, bon an, mal an, on importe 1,2 milliard de dollars de fer. Et exploiter Garadje-Bilet, traiter, transformer, c'est déjà gagner 1,2 milliard de dollars. Ce n'est pas rien en soi. Mais est-ce que ce gisement doit être exploité en partenariat avec c'est-à-dire des connaisseurs dans le domaine, Monsieur Ersri Zerrouri? Pour le moment, il y a le Sonarem qui prend en charge. Et son représentant est ici avec nous. nous. Non, bien sûr. Il veut la parole, on va le lui donner un moment. Allez-y. Pour le moment, il y a Sonarem qui prend en charge. Donc, il y a au niveau de Toumiet, au niveau de Béchar, la concentration et la production de pellets. Et la production de pellets qui seront destinés à la sidérurgie. Produire des pellets, c'est très important. Un minerai de fer, un concentré de fer sur la bourse chinoise ou bien la bourse aux États-Unis et tout, sur la bourse, il fait 105, 108 dollars la tonne. Mais produire des pellets, c'est déjà avoir un gain de 60 à 80 dollars. Donc, une tonne de pellets, c'est 180 dollars. Donc, et demain, il y aura, dès qu'on maîtrise le module de 4 millions de tonnes qui va être installé en 2026 au niveau de Toumiet, il y aura d'autres modules pour augmenter la production. Peut-être qu'à ce niveau-là, s'il y a M. Bakrouch qui peut répondre là-dessus, peut-être qu'on aurait besoin de partenariat. Alors justement, M. Bakrouch, pour un complément d'information par rapport à cet aspect de partenariat pour un savoir-faire et un transfert de technologie. Justement, pour la question que l'exploitation de ce gisement, est-ce que ça nécessite un partenariat ou bien un appui d'un partenaire étranger? Je dis franchement, moi, parce que je suis dans
dans ces secteurs. Maintenant, on exploite Garadjibilet, la partie amont, c'est la partie amont de la chaîne de valeur, l'exploitation de Garadjibilet et même la recherche minière qui a été réalisée au niveau de Garadjibilet a été réalisée et on est en train de réaliser l'exploitation à 100% algérienne. Parce que la partie ici, la partie amont, normalement, nous avons une expérience dans ce domaine. Le secteur minier existait depuis longtemps, c'est un secteur historique en Algérie. Donc, l'exploitation proprement dite, et ici aussi, je mets l'accent sur que le gisement de Garadjibilet, du point de vue exploitation, et c'est un gisement qui est très facile du point de vue morphologie, du point de vue positionnement, du point de vue donc de point de vue exploitation, il est très facile. Donc, de mon point de vue, et même maintenant sur le terrain, on a commencé l'exploitation de Garadjibilet en 2022, et c'est ici je profite de dire que en 2022 a eu le lancement de démarrage de l'exploitation du gisement de Garadjibilet par le président de la République. En 2024, on a aussi lancé le démarrage de l'usine. Je parle des choses concrètes, je parle des faits, pas uniquement de la prévision. Parce que maintenant, dans la vision stratégique, ça a été signalé, mentionné dans le plan d'action du gouvernement de 2020 que la principale action qu'on va mener pour relever ce défi, c'est de réaliser des projets intégrés, c'est-à-dire intégrer la partie transformation dans la chaîne de valeur de l'activité minière. Ici, dans ce cas, donc, nous n'avons pas assez d'expérience dans la partie transformation. Il faut dire la vérité qu'on n'a pas d'expérience. Au contraire, réaliser des projets de cette taille, un segment de ce projet avec un partenaire qui a de l'expérience et aussi qui est bien positionné sur le marché ou bien sur la scène internationale est bénéfique pour le projet et pour l'Algérie. Vous parlez du partenaire chinois? Il n'y a pas un partenaire chinois. Quel partenaire? Non, nous avons un partenaire au niveau de la partie Toumiet, un partenaire turc. Non, je parle de l'exploitation de Nous n'avons pas un partenaire. C'est avec 100% algérien. Que ce soit pour ici, je vais ici, y compris pour le projet de phosphate intégré. On est en train de travailler avec les moyens propres, avec les cadres, avec 100% algériens. Alors, je vais vous poser une question un peu politique, puisque l'économie est extrêmement liée à la politique et elle est en train de façonner le monde actuellement sur le plan géopolitique. On va parler bien sûr de la dimension politique et souveraineté économique à la fois, puisque l'Algérie est très attachée à sa souveraineté politique et économique à la fois. Garadjibilet est-il avant tout un projet économique ou un projet de souveraineté nationale, Monsieur Barrouche? C'est une question. Pour moi, tous les projets structurants ont une dimension politique. Normalement, logiquement, ont une dimension politique. Garadjibilet, avant tout, c'est un projet stratégique et industriel et avec une mine qui a une durée de vie plus de 50 ans, un rail qui va durer des siècles. Ce n'est pas de la communication politique seulement, c'est-à-dire c'est pas uniquement de la communication, c'est l'engagement politique qui en est déjà dans le programme du président de la République. Donc c'est l'engagement politique qu'on a. Donc c'est là où se situe la politique. Ce n'est pas de la communication donc politique seulement, c'est bien la planification économique. Donc la planification économique, elle est boostée par quoi? Par une décision et un engagement politique. Donc le support de l'État par l'engagement et les décisions politiques nous ramène à cette situation. Maintenant, on est dans la planification, on est dans la réalisation. Donc on peut dire que voilà, les deux à la fois. Monsieur El Srezerouri, même question.
la mise en exploitation et la transformation de ce gisement de Garadjibilet ou bien du phosphate. En fait, les trois projets. Pour moi, il y a une question de souveraineté aussi. La souveraineté, pourquoi on produit, aujourd'hui, on est importateur de fer, alors que nous avons du fer à côté. Nous importons des engrais et nous avons beaucoup de phosphate. On est 4e mondial sur le phosphate. Donc il est impératif de transformer les minerais et aller vers des produits finis qui seront directement qui intègrent tous les secteurs de l'activité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en quoi le projet de Garadjibilet marque-t-il aujourd'hui une rupture avec les politiques minières précédentes en Algérie? Par rapport aux politiques minières, ce gisement, il est là depuis 1952. Il y avait des tentatives de mise en exploitation dans les années 80, dans les années 90. Dans les années 2000 aussi. Oui, mais aujourd'hui, c'est un grand courage que de l'avoir mis en exploitation. Alors, oui. C'est un grand courage de l'avoir mis en exploitation. Surtout, parfois on se trompe, beaucoup du moins se trompent, la mise en exploitation d'un gisement, parce que le gisement c'est un ensemble de phases, en phase de recherche. Une fois qu'on a découvert les ressources, on engage l'étude de préfaisabilité et de faisabilité. Et là, il n'y a pas que l'économique. Il y a l'axe augmentation des ressources qui est impératif. Il y a aussi l'axe des considérations minières, des considérations métallurgiques, économiques, juridiques, légales, sociales et politiques. Donc, et là, même si un gisement quelconque, l'État peut prendre des décisions politiques pour sa mise en exploitation et pour sécuriser les secteurs de transformation. Je pense que M. Ahmed Bakhoch veut apporter aussi un complément par rapport à la question que je viens de poser. En quoi le projet de Garadjibilet marque-t-il aujourd'hui une rupture avec les politiques minières précédentes en Algérie? Rapidement. Oui, la rupture avec les politiques minières précédentes réside du fait que, je prends l'exemple toujours de Garadjibilet, le projet de Garadjibilet marque une rupture majeure. Ce n'est pas une politique d'exportation. Parce qu'avant, on était en train, et même jusqu'à ces dernières années, on exporte du brut. Maintenant, la décision qui est l'intégration, la valorisation des produits miniers localement, et aussi, ça, c'est une décision de rupture avec les politiques avant. Donc, il faut exporter les produits finis, les produits élaborés. Il y a aussi un élément majeur par rapport à la réalisation de cette voie, par rapport à votre question. Avant, Garadjibilet, phosphate et tout autre projet, les défis qui ont été enregistrés à l'époque, c'était le mode de le transport, la distance de transport. Maintenant, la réalisation de cette voie qui est une réalisation historique, elle est intégrée dans une politique de souveraineté économique et de déploiement plutôt durable. Par rapport à quoi, madame? La souveraineté industrielle, c'est produire et fournir transformer localement. Ça, c'est une souveraineté industrielle pour ne pas être dépendant de l'extérieur. Deuxièmement, il y a aussi un développement, ce qu'on appelle l'intégration territoriale du Sud. Ça, c'est aussi un élément prépondérant dans la mise en œuvre de cette stratégie de développement du secteur minier. Est-ce qu'on peut parler d'un véritable pilier de diversification de notre économie hors hydrocarbures, avec l'apport bien sûr de ces gisements miniers dans Garadjibilet avec toutes ses capacités, puisque vous avez dit déjà, nous allons économiser l'équivalent de 1,2 milliard de dollars. Pour le faire. Pour le faire, oui. Et il faut dire que les projets, le fer de Garadjibilet, en fait, les trois projets, ils font dans l'intégration de tous les secteurs. Et il faut dire aussi que sur la feuille de route tracée par Sonarem ou bien le ministère, il n'y a pas que ça. Il y a
il y a le carbonate de calcium, il y a les bentonites, et il y a la barytine. Et pour les barytines et les bentonites, on est importateur jusque-là, et avec la mise en exploitation du gisement de Brouaguia, le carbonate de calcium aussi, le Hammam Bougrara pour la bentonite, il y a une diversification très importante, justement pour sortir de cette dépendance des hydrocarbures. On a des indicateurs chiffrés, on a des projections chiffrées, on a des visions sur le moyen long terme, c'est-à-dire 2030 c'est demain, 2035, 2040. Est-ce qu'on a une vision avant que je donne la parole à M. Borouche? Déjà par les capacités installées, par exemple, pour les bentonites. Les bentonites, jusque-là, on produit 40-50 000 tonnes, alors que les consommations intérieures, elles sont parfois du double. Mais quels sont les gains par rapport aux importations? Tout ce qui est importé maintenant de bentonite, il sera produit au niveau de Hammam Bougrara. Donc, quel est le on gain? gagne. Vous avez dit, pour le faire, c'est 1 milliard 100 millions de dollars de gains. Pour la bentonite, probablement autour de 10-15 millions de dollars. Pour la barytine, peut-être 8 à 10. Hein? Il y a des petites niches, des petites niches qui peuvent vraiment être prises en considération afin justement de gagner. On a l'impression que c'est petit, mais il y a tellement de produits qui sont importés, et avec la production locale, ça fera beaucoup d'argent. Le marbre aussi, il ne faudrait pas oublier, le marbre, j'ai quelques chiffres quand même, on est importateur de marbre et de granit à peu près à 100 millions de dollars. Et les instructions sont données par monsieur le président de la République pour arrêter les importations, et monsieur le ministre aussi. Ça a été pris il y a quelques années. Oui. Et on produit du marbre. Donc, on produit du marbre. Maintenant, il y a des facilitations qui sont accordées à tous les opérateurs afin justement de produire local. Et je voulais dire autre chose, au niveau de la loi minière, il y a tout un nouveau chapitre sur le contenu local. Le contenu local, donc tout ce qui peut être fait localement est interdit d'importation. Donc il faudrait privilégier les petites les PME, les plus petites entreprises pour la production locale dans la périphérie des grands gisements structuraux. Alors, M. Ahmed Borouche, est-ce qu'on a des projections, on a des chiffres, on a des indicateurs, puisqu'on a vu que beaucoup, aujourd'hui, essayent de polémiquer sur les ressources minières de l'Algérie. Rapidement, pour qu'on puisse donner la parole à tout le monde. Normalement, nous avons une projection à court, moyen et à long terme qui consiste à mettre en œuvre cette vision stratégique par rapport à l'exploitation rationnelle et l'intégration dans la chaîne de valeur de nos ressources chiffrées. Je vais prendre l'exemple, par exemple, le fer. C'est pas uniquement Garaji Billet. Il y a aussi, nous avons Garaji Billet qu'on prévoit déjà à l'horizon 2040, 50 millions de tonnes de produits extraits, c'est-à-dire du minerai de fer brut, pour le transformer en différents produits, que ce soit concentrés, pellets et semi-sidérurgiques et sidérurgiques de 25 millions de tonnes. Avec quel gain? 25 millions de tonnes, avec quel gain? Énorme, c'est énorme. C'est énorme pour le projet de gaz. Si on arrive à atteindre l'objectif de 50 millions, transformer les 50 millions de tonnes, le gain il est très important, comme il vient de dire, parce que c'est très important. Aussi, on va développer aussi les deux gisements de Wanza et de Boukhadra, à l'est, qui sont les gisements aussi historiques de l'Algérie, qui sont donc maintenant on est à environ 2 millions de tonnes par an. On va atteindre dans le très court terme 2 millions de tonnes, à condition qu'on a lancé aussi le projet, un projet de développement pour transformer ce minerai. Il ne faut pas
pourtant, il est d'une utilisation locale. Il est réservé uniquement au complexe sidérurgique Al-Hajjar. Mais aussi, nous avons la capacité de servir et de satisfaire le complexe Al-Hajjar et aussi d'enrichir le minerai pauvre de ces deux mines. Nous avons aussi à l'est, donc nous avons le corridor de l'Atlas constantinois, recèle d'une importante réserve ou bien d'un important potentiel en minerai de fer. Je passe aussi à autre chose. Nous, maintenant, pour tout ce qui est minerai métallique, nous avons des gisements comme Garaji Bilet, comme il y a aussi le manganèse de Bachar. On a lancé vous voyez l'intérêt de la voie de Garaji Bilet. Il y aura autour de cette voie aussi d'autres activités minières, notamment le projet de manganèse. Il y a aussi des indices de l'or. Au niveau de Garaji Bilet, il y a des indices de l'or aussi. On va tous aller explorer l'or. Oui, des indices autour de cette voie. Vous voyez cette dynamique qui va être installée au niveau de ce corridor minier du sud-ouest et de l'est aussi, phosphate et fer. Vous voyez tout ça, et il y a aussi les substances utiles. Nous avons un plan qui est déjà réalisé. Nous avons des usines neuves qui sont déjà des substances utiles, la bentonite, la dolomite, le carbonate de calcium, la barite et les diatomites, plus aussi les polymétaux. L'Algérie est très riche en polymétaux. On va et le meilleur exemple des polymétaux, c'est le projet structurant, le grand projet de Talla Hamza et Oued Mizour qui recèle des réserves importantes en ZNPB qui sont de l'ordre de 52 millions de tonnes. Donc ce projet aussi il est stratégique de même parce que la valeur ajoutée qu'on gagne à partir de ce projet qui est Talla Hamza et Oued Mizour pour les polymétaux, et ce n'est pas l'unique projet pour les polymétaux, elle est énorme. Et nous avons aussi les terres rares, les métaux rares, l'or, le lithium, tout ça, il est programmé, mais chaque produit est là, il est dans une étape, dans l'étape qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a de l'exploration, la recherche. Ici, si vous me permettez, je vais dire un mot. Un mot, hein? Oui, un mot. On parle maintenant uniquement de l'exploitation jusqu'à la transformation. Dans la vision stratégique de la relance du secteur minier, le premier point, c'est renforcer la recherche, l'exploration minière sur tout le territoire algérien, parce que le sol algérien recèle d'importantes et de nombreuses ressources minières qu'on doit les exploiter. Eh bien, c'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui avec, bien sûr, ce lancement de ce projet structural. Alors, Monsieur Frère Nasreddine, vous êtes bien sûr le directeur de la base principale de maintenance de locomotives. Pour tous ces projets, vous accompagnez aujourd'hui cette dynamique, c'est-à-dire le transport ferroviaire pour ces métaux importants et stratégiques au niveau de votre filiale. Oui, pour les minerais, transport de minerais. Oui, comme je l'ai déjà dit, nous déjà, on va commencer en 2026 à transporter 500 000 tonnes, d'accord, en 2026. En 2027, on table pour 1 million de tonnes. Et en 2028, 7 millions de tonnes. Et vous avez les capacités nécessaires pour le faire, parce que beaucoup ont polémiqué autour de cette question. Pour le moment, nous avons les capacités pour réaliser la première étape, qui est 2026 et 2027. Mais à partir de l'exploitation des deux usines-là... Vous allez accompagner la dynamique. On va accompagner la dynamique avec le matériel qu'on va acquérir prochainement, à partir de 2028. Combien de locomotives, déjà, dans un premier temps, vous allez mettre en place par rapport, bien sûr, au transport de Rar du Bilet vers Bachar et la zone de production et de transformation d'Oran. Actuellement, nous avons mis 4 locomotives de grande puissance pour le transport de fret et 4 locomotives pour le transport de voyageurs, qui sont largement suffisants pour les 500 000 tonnes 2026 et 1 million de tonnes pour 2027. Donc, aussi, on a mis, pour le remorqué,
nous avons mis pratiquement 180 wagons pour le minerai de fer. Donc, vous assurez la modernisation, l'accompagnement, le transport. Ça, c'est important aujourd'hui pour vous parce que ça va permettre aussi le désenclavement et ça, c'est un aspect très important au niveau du sud du pays. Tout à fait, oui. Puisque ça va de Béchar jusqu'à Tindouf. Oui, tout à fait. Parce et que 900 km ont été réalisés. Le matériel que nous allons acquérir, c'est un matériel équipé de nouvelles technologies. Donc, il y a la climatisation, le chauffage, toutes les commodités nécessaires pour le voyageur. Et même chose pour le transport de fret. Bien sûr, c'est l'ANESRIF le maître d'ouvrage, mais peut-on penser aujourd'hui que le rail va être raccordé à toutes les zones de production du pays? C'est ce qu'il faudrait. Oui, il y a quelques années, j'avais parlé du rail d'Alger vers Tamanrasset, on avait pensé que c'était utopique. Aujourd'hui, il se réalise au niveau du sud. Exactement, ça c'est la première pénétrante, c'est le côté ouest. Il y a une deuxième pénétrante jusqu'à Tamanrasset et la troisième jusqu'à Djennet. Donc les 3 pénétrantes vers le sud. Elles sont en cours de réalisation. Elles sont en cours de réalisation, exactement. Celle de centre, nous sommes à Djelfa déjà. Et on continue. Et Djelfa, c'est pour bientôt? Djelfa, c'est déjà inauguré. Hein. Non, je veux dire, c'est-à-dire de Djelfa vers d'autres zones. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour bientôt également. Pour bientôt, et même, c'est-à-dire, on va boucler toutes les frontières de l'Algérie. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que quand le train va, tout va. Alors, je voudrais vous poser une autre question, bien sûr, Monsieur Barrouch. Est-ce que le secteur minier aujourd'hui, c'est la même question aussi pour vous, Monsieur Alsri Zerouri, est-ce que le secteur minier peut renforcer aujourd'hui la position de l'Algérie en tant que leader dans les chaînes de valeur à la fois régionales et mondiales par rapport à ses capacités? Mais rapidement, Monsieur Barrouch, pour permettre à Monsieur Zerouri de parler également. Pour positionner l'Algérie dans le contexte, dans la compétition ou bien mondiale autour des ressources minières, j'allais dire, on a lancé ces projets par rapport à ça. Et par rapport à nos potentialités. Je vais. On commence tout d'abord, quels sont nos points forts par rapport à ce secteur pour être à la page, pour être au niveau, là où pour être à un niveau de lancer ces projets et affronter, c'est-à-dire la concurrence internationale. Nous avons un potentiel diversifié et important. Donc, nos ressources, les ressources minières. Nous avons une position géographique aussi stratégique par rapport à l'Europe et l'Afrique. Nous avons un potentiel d'infrastructure, donc important. La preuve, cette voie ferrée pour affronter, pour s'intégrer l'Afrique. Nous avons les ports, le port d'Oran et le port d'Annaba pour le projet de Garaji Bilet et le port d'Oran pour le port d'Oran pour Garaji Bilet et le port d'Annaba pour le phosphate et le port de Béjaïa pour le ZN, le zinc et le plan, le projet Tala Hamza Wada Mizour. Donc, ces points forts. Porte aussi des défis. Il y a des défis dans ces projets depuis les années 70. Parmi les défis, c'est comment il faut arrêter d'exporter le brut. Donc, aller vers l'intégration, vers la transformation locale. Il y a une faible transformation. Donc, vous voyez, en règle Quel est le niveau de la transformation actuelle? Maintenant, il est faible. On est uniquement on transforme jusqu'à le premier niveau, qui est l'enrichissement. Et il n'y a pas de transformation proprement dite, c'est une faible transformation, donc c'est l'enrichissement. Aussi, les concurrents. Donc, le défi, c'est, n'oubliez pas, parce que par rapport à votre question, qu'il y a des concurrents, qu'il y a des producteurs si je parle de Garaji Bilet, de producteurs de minerai de fer, c'est-à-dire avec des productions très importantes, notamment l'Australie, le Brésil, la Chine et ainsi de suite. Donc, tout ça, il faut relever. Concernant maintenant par rapport à ce marché, c'est-à-dire la concurrence sur le marché, il y a des opportunités. Donc, l'opportunité, c'est la décision et la concrétisation de l'intégration de la chaîne de valeur par la transformation. Elle est réglée, et on est. Donc, il y a aussi l'Europe.
l'Europe qui est fournie par les Asiatiques et à partir de l'Amérique latine, nous, on est le pays le plus géographiquement parlant, c'est une opportunité qu'on doit l'exploiter par rapport au coût de fret, par rapport à nos concurrents. Et aussi, il y a l'intégration de l'Afrique. L'Afrique, il faut que l'Algérie soit, par rapport à quoi? Tout ça par rapport à cette infrastructure qui a été réalisée et qui est prévue aussi pour d'autres régions pour affronter l'Afrique. Et voilà, c'est par rapport à ça, on peut devenir un acteur majeur dans l'industrie minière internationale. Alors, Monsieur Arsri Zerouri, comment se positionne l'Algérie dans la compétition mondiale autour des ressources minières? Rapidement sur la question. Autour des ressources minérales, je prends le cas, je prends le cas du zinc et des phosphates. Le cas du zinc et des phosphates, on va produire des concentrés de zinc qui vont être raffinés en Algérie au niveau de Ghazaouet, et je crois qu'il y a aussi une autre raffinerie qui va être installée au niveau de Béjaïa. Donc là, une fois que le marché local est saturé, il y aura des excédents qui seront mis sur le marché international. Et surtout, d'ailleurs, même pour les phosphates, une fois que les engrais, les acides sont produits, il y aura une partie qui va être mise sur le marché international, surtout sur le marché africain, où on a déjà Tindouf et les reliés. N'oublions pas aussi qu'à partir de Tindouf, l'Algérie est en train de réaliser une route vers Zouirat, vers la Mauritanie. Et une fois arrivé à Zouirat, on est à la porte de l'Afrique de l'Ouest. Donc tous les c'est transferts... ce qui dérange actuellement, Monsieur Arsri Zerouri. C'est ce qui dérange. C'est ce qui dérange. Moi, je ne fais pas de politique. Cependant, il faut dire que l'introduction de l'Algérie sur ce marché va certainement déranger certains. Surtout avec des produits concrets. Ça dérange, Monsieur Barouch, puisqu'il dit que ça va aller jusqu'à Zouira du côté de, bien sûr, de la Mauritanie et bien au-delà. L'Afrique de l'Ouest. C'est normal que ça dérange. La réussite toujours dérange. Je dis pas dérange. C'est normal parce que on va sortir avec des défis que tout le monde dise que impossible. Réaliser une voie ferrée. Rien n'est impossible. Voilà, rien n'est impossible. Maintenant, nous avons la ressource. Nous avons l'engagement, c'est l'engagement politique. L'État a mis, et ça, je ne suis pas en train de parler politique, je suis en train de parler technique. L'État a mis tous les moyens pour appuyer appuyer la réalisation et la réussite de ces projets par la mise à disposition de l'énergie, la mise à disposition des infrastructures, la mise à disposition... Croyez-moi que... Et la réalisation du rail. C'est ça, l'infrastructure, c'est ça. L'infrastructure, c'est le rail. L'accès au gisement, c'est une infrastructure parce que généralement, les mines sont situées dans des régions isolées. Maintenant madame, les effets, les répercussions, c'est-à-dire les effets induits par rapport à ce projet, nonobstant la création des emplois directs et indirects, il y a l'effet induit, c'est quoi? C'est aussi la création d'une autre dynamique qui est la stabilisation de la population de la région sud. Par quoi? Par aussi, l'État aussi, elle va contribuer ça, par la construction des écoles, des trucs de la santé. Donc il va y avoir des retombées sur la région. Sur la région et sur la région. Population locale. Et aussi quoi? Aussi le développement, vous voyez l'impact, la répercussion de ce projet et des projets pareils, c'est la répercussion, c'est la création, c'est la naissance de nouvelles industries de sous-traitance, les industries de restauration. Il y a aussi un impact sur le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Aussi, il y a maintenant, on est devant un développement, il faut le quantifier, il faut l'évaluer. Monsieur, je m'excuse d'avoir intervenir dans ce secteur. Maintenant, 50 locomotives ou bien 2 locomotives.
il y a des conducteurs, il y a de la maintenance, donc il y a de la création de l'emploi au fur et à mesure, et cet emploi où? C'est au sud. Mais j'allais vous poser la question, quelles retombées concrètes peut-on attendre en termes de croissance, d'emploi et de développement industriel? Mais rapidement, monsieur Bakhouch. Pour l'emploi, nous visons pour le projet de Garaji Bilet 25 000 postes d'emploi directs. Direct. Oui, postes d'emploi. Pourquoi? Parce que c'est un pôle de 3 points. Le Garaji Bilet, Toumiet, Abishar, et N'Ama, le pôle de N'Ama. Vous voyez toute cette région. Ils sont tous reliés. Sont tous reliés. Et mouvementer 50 millions à partir de Garaji Bilet, avec les prévisions que vient de dire monsieur Fakar, c'est mobiliser mobiliser un important moyen logistique et de soutien pour réaliser ça. Donc tout ça c'est normal que le projet a ses répercussions directes sans limite, parce qu'au fur et à mesure de développement... dérange, puisque vous avez répondu à ma question. Et qui dérange, c'est normal, mais on est en train de dire des choses concrètes. Le rail existe, le gisement en exploitation, l'engagement il y en a, Béchar elle a démarré, donc tout ça on n'est pas en train de dire des prévisions, on est en train de présenter un état des lieux, c'est-à-dire c'est un point de situation arrêté à ce jour. Alors, je voudrais aussi poser une autre question par rapport, bien sûr, à la portée de ces gisements, à la portée de ces exploitations nouvelles, avec, bien sûr, en ligne de mire Garaji Bilet, qui va être inauguré incessamment. Alors, est-ce qu'on a aussi des prévisions financières en termes d'enveloppe? Rapidement sur la question, je vais faire un petit tour, rapidement. Allez-y, monsieur Arsri Zelouki. En termes financiers, je n'ai pas de chiffres. Cependant, il faudrait que l'intégration du projet de Garaji Bilet, tout à l'heure, il a parlé de M. Bakhouch, a parlé de manganèse. Le manganèse, c'est encore une autre intégration parce qu'il permettra de produire des aciers spéciaux. Il faut une formation, il faut accompagner ça par une formation bien spécifique dans le domaine des mines. La formation dans le domaine des mines, elle est importante parce que dans les années 80, jusqu'à peu près dans les années 90, il y avait la formation des ingénieurs prospecteurs. Et maintenant, l'Algérie ne forme plus. Et il faudrait se baser aussi sur les petits métiers, les techniciens. Et là, Sonarem Tkwin, elle est là, elle a été créée justement pour combler ce manque qui est impératif pour soutenir tout le processus de développement. Alors, M. Nasreddine Fakar, dernière question, et rapidement, le train, ça y est. Le lancement a été donné, puisque nous avons vu que la ligne Béchar-Tindouf a été inaugurée. Oui, ça a été inauguré, donc le train... Les rotations seront régulières. Ça sera régulier. On aura toujours 2 trains, comme je l'ai dit, donc 2 trains pour 2026 et 2027. Et à partir de 2028, ça sera des augmentations progressivement, que ce soit le nombre de voyageurs ou le fret. Mais pour le coût qui sera engendré pour l'acquisition du matériel, nous avons cette enveloppe déjà, l'État a mis cette enveloppe, c'est 258 milliards de dinars. Donc c'est immense comme... Donc vous avez toutes les... Nous avons tout ce qu'il faut pour lancer l'opération d'acquisition de ce matériel. C'est la raison pour laquelle j'ai posé que c'est une question politique de souveraineté nationale. Alors dernière question, monsieur... Si vous permettez, oui, je rajoute uniquement que SNTF, elle va rentrer dans une nouvelle ère à partir de 2028. Nous allons commencer à réaliser des trains très lourds. Vous imaginez 170 wagons sur une longueur de 2,2 km. C'est quelque chose de nouveau pour SNTF. Et messieurs, je vous remercie bien sûr d'avoir participé à cette émission. Le temps qui nous est imparti est fini. En définitive, le développement du secteur minier en Algérie dépasse largement la seule logique d'exploitation des ressources naturelles. Il s'agit d'un choix stratégique structurant qui engage l'avenir économique, industriel et géopolitique du pays. C'est aussi une question de souveraineté nationale. Monsieur Ahmed Bakhouch, expert en mines et conseiller du président directeur général du groupe Sonarem, merci d'avoir participé à cette émission.
émission. Merci également à M. Nasreddin Fakkar, directeur de la base principale de la maintenance des locomotives, et M. Zerrouki Arski, expert en mine. Merci beaucoup. Et bien sûr, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain. Donc rendez-vous est pris pour un autre débat politique.